Le retour. De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus. Je suis déjà de bonne humeur, c'est très bien. On est parti pour une heure de décryptage de l'actualité. Justement, l'actualité en ce moment repose, vous le savez, sur la gestion de crise Covid-19. Il y a quelques jours à peine, un reportage qui fait beaucoup parler de lui est sorti sur la toile. Il s'agit de Hold Up, qui remet effectivement en cause la gestion de la crise depuis ces derniers mois. Pour parler de ce film et de beaucoup d'autres choses, nous avons au plateau ce soir Éric Coriolan des Sentinelles. Vous l'avez déjà entendu babiller à plusieurs reprises. Bonsoir, monsieur Coriolan. Bonsoir, Harold. Nous avons également Astrid Miché. Bonsoir. Bonsoir. Donc Astrid Miché qu'on a découvert justement à la préfecture. Vous étiez mobilisé pour réclamer de l'eau pour les Guadeloupéens. Et depuis, beaucoup de péripéties vous sont arrivées. J'ai vu convocation par la police pour avoir manifesté devant la préfecture. J'aurais été violente dans la préfecture, ouais. Vendredi, je suis convoquée au tribunal. Donc vous êtes convoqué vendredi alors qu'il y a des vidéos qui sont disponibles ? Oui. Mais vous êtes quand même convoqué vendredi pour violence. D'accord. C'est fort. Excellent. Et nous avons également Fabrice Gott sur le plateau, une autre sentinelle. Bonsoir, monsieur Gott. Bonsoir, Harold. Vous n'êtes pas sous le coup de poursuite judiciaire, vous ? Ah non, pour l'instant, pas à ma connaissance. Tout va bien. Et vous, monsieur Coriolan ? Ah, monsieur Coriolan, oui. Non. Non, plus maintenant ? C'est fini. C'est réglé cette affaire ? Ah oui. Très bien, très bien. Ils ont trouvé autre chose à faire. Ils ont trouvé autre chose ? Ouais. Vous voyez, monsieur Gustin, ça va, le courant passe mieux ? Ah, je ne sais pas, je n'ai jamais eu de contact avec lui. Il faut lui poser la question si vous avez son numéro. Il était souvent à Canal 10, donc il avait des relations privilégiées. Ah, mais depuis son transfert, on ne le voit plus. Ah, on ne le voit plus trop. Non, mais bon, c'est... On va se lancer dans le vif du sujet et j'ai indiqué aux téléspectateurs justement avant la coupure pub que vous pouvez interagir avec nous sur les réseaux ou bien en nous appelant au 96 10 10. Votre avis nous intéresse sur cette question. Première question, pourquoi vous remettez en cause la version officielle, concrètement ? Parce qu'on est des êtres humains doués de bon sens, d'intelligence, et je pense que la moindre des choses, c'est de se poser des questions. Et puis, très honnêtement, lorsqu'on a les pieds nickelés qu'on a au pouvoir, les questions, il n'en manque pas, quoi. Je veux dire, bon, on n'a jamais vu... Alors, ce terme-là est même gentil. Je veux dire, bon, et tout le monde est témoin quand même de la façon qu'a géré ce gouvernement cette crise, entre des injonctions contradictoires en permanence, des changements d'avis en permanence, le masque il est bon, il n'est pas bon, voilà, donc tout est à remettre en question. Donc nous on se pose des questions justes et le bon sens fait qu'on trouve on fouille, on cherche. Alors aujourd'hui c'est très facile et la liberté d'expression nous permet de le faire. Heureusement qu'on l'a encore. Ils ont trouvé la nouvelle parade qui est systématiquement de classer dans la zone complotiste tous ceux qui se posent des questions. En fait, aujourd'hui, la guerre contre la liberté d'expression est devenue la guerre contre le complotisme. Et voilà. Je ne me considère pas spécialement comme complotiste, mais si c'est ça, c'est un honneur. Donc voilà, c'est une crise particulièrement qui incite à poser des questions lorsqu'on regarde les statistiques, lorsqu'on se renseigne même sur ce virus-là. Lorsqu'on regarde les dégâts qui sont créés, en dehors de la propagande, en dehors de ce qu'on entend, de ce qu'on veut nous montrer. Hein. Mais je veux dire, on a quand même vécu le Zika, on a vécu le chikungunya ici. Hein. On a vu... On vit régulièrement la dengue aussi. On le vit, c'est vrai, mais c'était pourtant beaucoup moins médiatisé. J'ai vu des gens souffrir de ça. Je n'en vois pas. Ebola n'a pas eu de couverture médiatique ni d'arrêt de la planète. Ça nous a moins touché ici, certes, mais même pour les autres épidémies qu'on a pu connaître, on n'a pas eu ce déballage, ce déboulé médiatique, surtout avec des gens. Je pense que c'est dû beaucoup à l'incompétence des dirigeants. Je pense que bon... incompétence en termes de communication, en termes de gestion. Volontaire ou involontaire, il y a de l'incompétence, manifestement. Je veux dire, bon, quand même, vous avez vu Macron qui annonçait des morts et des cadavres par milliers et qui s'est trompé. Là. Mais Macron je crois que c'était hier ou avant-hier, qui a déjà annoncé que les 9000 lits d'hôpitaux de France hexagonale seront pleins d'ici mi-novembre. Ils sont en train de diminuer, donc il va se planter.
ils sont en train de diminuer. Bon, alors là aussi, on a toujours cette espèce de méfiance permanente et on se pose des questions. Et c'est ce qu'on demande à chaque citoyen de faire. Nous, on est juste effectivement des sentinelles, mais on demande aux gens de s'interroger, pas systématiquement avaler, comme parole d'évangile, la parole qui est donnée. Astrid Miché, vous, pourquoi vous ne croyez pas cette version officielle, enfin tous les détails de cette version officielle? Ben, c'est pas que j'y crois pas, c'est qu'on a le droit de se poser des questions, juste s'interroger, on n'a pas de réponse à nos questions. Donc, Les réponses ne sont pas suffisamment claires. Non. Sur quel point, par exemple? Bah, ils se contredisent tout le temps. Et le fait de ne pas laisser les gens débattre, de les mettre dans des cases complotistes, comme il dit. Vous, Bah, c'est suspect, qu'il n'y ait pas de débat, qu'il n'y ait pas... Bah, bien sûr, parce que les gens ont le droit de s'interroger. Les gens n'ont pas confiance en les politiciens. Et c'est légitime de se poser des questions. C'est quelque chose de sain, c'est pas quelque chose de malsain. Mais la gestion, pour vous, ce serait plus donc la gestion qui serait malsaine. Oui, la gestion et la communication aussi. Communication, ouais. C'est flou. C'est vrai que ça a été très contradictoire, beaucoup de messages contradictoires pendant ces derniers mois. Monsieur Cotte. Bien, c'est assez simple. La technique, la science m'entraîne à poser des questions et à vérifier. Donc je me rends bien compte que quand on nous dit de porter un masque pendant 4 heures, il y a des trucs qui ne vont pas. Ou là récemment, le masque étant lavable, Oui. on a oublié de juste de préciser à la population que on a tenu compte de la partie filtrante, qui est la membrane centrale, mais on n'a pas tenu compte des membranes extérieures, qu'elles soient du côté bouche ou du côté dehors, qui sont des membranes qui sont non tissées mais thermosoudées, qui ne sont pas adaptées à l'effort mécanique de la machine à laver et du frottement de l'eau. Mais comment se fait-il que l'UFC Que Choisir, la plus grosse association de consommateurs, puisse sortir une étude qui valide le lavage de masques 10 fois? Je viens de dire qu'ils se sont basés que sur la partie filtrante. Ils ont oublié juste un petit détail, c'est que Un simple oubli, monsieur? C'est pas un oubli, c'est que eux sont sous une latitude qui est différente de la nôtre. On a toujours l'habitude de croire, enfin on omet qu'on est dans un climat tropical et que le climat tropical entraîne malheureusement, comment dirais-je, un favoritisme pour la dégradation des matières, mais aussi pour le développement plus rapide des germes pathogènes. Là, en l'occurrence, quand on va respirer, on a tous déjà vu des personnes avec un masque qui a été porté de manière exagérément long et qui avait des petites peluches. Ces petites peluches, ce sont des particules qui, à force de subir le frottement de l'air et surtout le frottement, parce qu'on le touche sans arrêt, ce qui en fait au passage le premier vecteur de transmission. Ces petites Et j'en ai déjà vu beaucoup. Des masques portés en peluche. Ces petites particules, elles atterrissent dans nos voies respiratoires. Donc ça amène automatiquement des inflammations. On l'a déjà vu, on a plus de 80 professeurs qui ont été arrêtés soit pour l'année, soit pour quelques semaines ou pour quelques jours, pour des infections plus ou moins légères du larynx. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même se rendre bien compte qu'on a un souci. Pour les personnes qui portent le masque assez longtemps, lorsqu'elles retirent le masque, lorsqu'elles respirent de nouveau à l'air libre, il y a un échange gazeux qui est plus intense. On voit quasiment systématiquement des petites toux. Parce que ce qui est déposé bouge, ça irrite, ça n'a rien à faire là. D'accord. Donc aujourd'hui, on a une population qui suit une communication verticale qui est totalement inadaptée à notre environnement. On a l'autorité sanitaire et l'autorité publique qui ne tiennent pas compte. Que l'autorité publique ne tienne pas compte, on va dire, c'est pas son cœur de métier. Même si je me dis qu'il est très mal entouré à ce moment-là. Mais que l'autorité sanitaire, dont c'est le cœur de métier, qui élude totalement cette partie, moi ça m'interroge. On ne peut pas me dire qu'un fabricant dit le masque est utilisable 4 heures. Utilisable, ça ne veut pas dire porter. Utilisable, c'est dire on le tire de l'emballage et dans les 4 heures, il faut s'en débarrasser. Et lorsqu'on a, une fois de plus, l'Institut national de recherche et de sécurité
qui précise dans son ED 146. Donc, pour que les gens, si les gens ne me croient pas, ils ont qu'à demander au grand-père Google ou autre moteur de recherche, INRS, espace ED, espace 146. En page 4, on parle bien de la durée de port en continu. Et c'est de ça qu'on parle. Donc vous dites que volontairement les données seraient peut-être un peu biaisées, certaines éludées. C'est pas seulement ça. C'est-à-dire qu'on a aussi comme souci le test PCR. Je suis désolé, le test PCR, c'est 3 grandes phases. On va y venir. Vous allez justement nous donner des précisions là-dessus. On part du côté du téléphone pour un appel d'auditeur. Allô, oui, bonsoir. C'est pas moi, je suis à l'antenne. Oui, vous êtes à l'antenne, monsieur. On vous écoute. Oui, bonsoir. 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 Bien, bonsoir. Monsieur Harold Luce, je dis bonsoir. Bonsoir aux invités vos invités, liberté de respirer. Bon, ben, on a pris un créole, hein. Oui. Bon, ben, nous avons quand même, ce qu'a fait l'effort, un canal, ça a fait des autres, hein, pour inviter le groupe Liberté de respirer, hein, que beaucoup de Guadeloupéens qui ont ignoré, que nous, des gens qui ont investi, qui ont pris un temps à eux pour nous informer nous. Et ça a fait plaisir, parce que nous avons vu que le préfet là a invité souvent qui était là, qui canal 10, hein, et bon, pas ni comme qui fasse ça pour de luxe, madame la de la RS, pour contredire des contre-vérités du dit. Bon, Yoka en Guadeloupe, nous avons un département qui est soleil, tropical, et Yoka ordonne nous de mettre un masque. Il va quand même dire nous peut mettre un masque bon, les nous à l'intérieur, mais il va dire nous mettons un masque les nous comme à Jean Larry là, en plein soleil là. Et il va obliger nous de mettre un masque pour tout le monde nous des villages de 6 ans. Alors, bon, on a pensé que le groupe là qu'il a là, et puis des informations, les conséquences et les inconvénients des masques là, ça a fait aller tirer nous et aller nous qui a mis santé nous en danger. Et ce qu'on avait dit, que les Guadeloupéens, ce n'est pas nous rester cisés là, et malgré les réseaux sociaux qui ont informé, c'est nous mettons au diapason pour ne pas accepter tout ça, il va faire nous accepter là. Il va courir avec le président. Il va faire, nous avons conscient des difficultés là, que cette entreprise-là, qui a pour vivre. Nous avons vu que les restaurateurs, il va faire des spectacles, il va faire tout ça, il va faire une petite culture en nous. Bon, et nous là, nous avons mis nous ne pouvons pas essayer de nous. Parce que nous avons un département, nous avons fort des artisans, des petits mouvements qui vivent. Nous ne pouvons pas accepter des conditions pareilles que préfère la cabine nous parce qu'il n'y a pas qu'à financer tout ça, il n'y a pas qu'à financer. Parce que là, on va dire nous ne pouvons pas travailler, mais il faut que nous disions l'argent pour payer le salaire à nous, pour payer charge à nous, et le cas à nous, et qu'on sort, et pour payer nous, pour payer vivre et boire et manger. Mais nous n'avons pas de système là, ça, de la citane. Nous avons dit, Covid là, il n'y a pas qu'à faire des gars, quand il y a dit là, parce que des gars là, qu'il a fait là, c'est eux qui fautifs. Parce qu'un paquet de qui mettait des bus là, il y a assassiné, il y a mettre en route dans les professeurs là qui est sur Marseille. Le professeur Raoult. La population là, et qui a traité le monde avec chloroquine. Et le gouvernement là, depuis que le staff que chloroquine là et du comité n'a qu'à guérir le monde, il tirait carrément de la circulation. Et c'est en fin de monde est parti qui peut traiter you avec ça. Mais attends, Gonoma. On est en question, justement, pendant que vous l'avez avec nous, on t'a bizarrement dit, parce que tout le monde, ni plusieurs versions, t'es ni version à Paris, t'es ni version à Marseille, qui t'est opposé. Mais t'es ni plusieurs versions, justement, si traitement là, ça. Mais pour qui bitait, vous, ou quoi que c'est Raoult qui n'y raison et pas gouvernement là? Qu'est-ce que c'est Raoult qui dit raison, dis-moi? Non, en commandé pour qui bitait ou fait le choix de quoi et de ne pas coûter gouvernement là, si chloroquine là par exemple, pour qui bitait? Éteins télé là, pas écoutez-nous en télé là, ça qui prend trop de temps. Non, mais en question Raoult, en cas de depuis le départ,
pas un charlatan, il n'est pas qu'à rouler pour Pochaï, il qu'à rouler pour guérir le monde. Lui, là, il sait guérir le monde. Il fait études pour guérir le monde et il a travaillé pour guérir le monde. Mais comme il n'a pas qu'à marcher grâce à gouvernement là, et grâce à ces les autres là, ils ont payé pour venir raconter qu'on est à la télé et qui est financé par les groupes pharmaceutiques et par d'autres lobbies, alors ça a dérangé. Mais en cas du monde, regardez bien, monsieur Bishop l'a dit, il défend monsieur, comment dirais-je, Raoul, et il demandait, à part il défend comme ça, il demandait au gouvernement là, de mettre en circulation pour qu'il remette chloroquine avec camicine pour soigner les malades. Et le gouvernement n'a pas bougé. Et quand nous entendons là, nous compte qu'ils ont envie de sortir sur les réseaux sociaux, d'autres là qui machin, et nous avons que Gustave l'a dit, écoutez bien, lui qui vient à la télé pour défendre la route, lui qui vient pour demander la chloroquine en circulation pour qu'il nous, parce qu'il va coûter cher, et nous avons il va dire à la télé, qui a dit bonjour, dit ci, bonjour, dit ça. Mais non, c'est pas ça. C'est pas nous dans le système là, ça. C'est pas nous laisser en minorité. En minorité qui veut le pouvoir, que le monde vote contre Madame Le Pen et qui vient là, et ne pas voter pour ça, pour le programme là, ça. Le programme là, nous voter, c'est pour le plein emploi. Merci en pile. C'est pour nous vivre bien, vivre en toute sécurité. Et puis, comment dirais-je, sécurité sociale pour nous. Nous pas mettre des tests, quand on dit, à faire des tests à Tiraligo, quoi faire des tests, quoi faire des tests, et ça, que tests là, même pas dans les normes, tests là, même j'ai contaminé avant de faire, et puis, tests là, ça prend, nous savons qui nous a payé, parce que tests là, nous, au coût, parce que, en temps, on dit la sécurité sociale, on est passé à 9 milliards de déficit, et on est là, ça, il y a 44 milliards, c'est nous, ça, qui nous qui paye? Qui nous qui paye ça? Parce que c'est un coût pour nous, c'est nous qui payons d'abord. Merci en pile, Gonoma. Merci en pile, Gonoma. Parce qu'il faut nous laisser si bon temps pour les autres. Mais c'est clair que la facture, on n'en parle pas, mais la facture se profile. Elle est très salée. Elle sera salée, clairement. Mais surtout quand on a un test PCR qui est en 3 phases. Donc la phase de prélèvement selon plusieurs établissements de renom mondial, de renommée mondiale. Donc parmi eux, il y a quand même Harvard, Yale, Stanford, UPMC, donc Paris 6, plus quelques autres laboratoires qui précisent bien que la phase de prélèvement entraîne une fiabilité à hauteur de 60 à 80%. C'est-à-dire que scientifiquement, on a plus de 5% d'erreur. On a entre 20 et 40% de taux d'erreur. Donc, et cette partie-là, c'est des faux négatifs et quelques faux positifs, donc, qui apparaissent déjà. Ensuite, quand même 20 à 40% de faux négatifs ou faux positifs. Mais au moment du prélèvement, on n'a pas encore fait la PCR ou l'antigénique. Donc la PCR, il faut savoir que la PCR, c'est un principe d'amplification enzymatique du matériel génétique qu'on a capturé dans les couvillons. À chaque cycle, il y a une destruction partielle du matériel génétique qu'on a pris. Donc on est forcément scientifiquement limité dans le nombre de cycles. Le créateur du cycle, de la PCR, dit bien qu'à partir de 20 cycles, on commence à avoir des difficultés pour pouvoir effectuer les analyses suivantes, alias la culture. Donc quand on a amplifié 20 fois effectivement l'échantillon, on commence à déjà le dégrader suffisamment et avoir des petits soucis. À 30 fois, il reste plus grand chose. Et surtout, on a un nombre de faux positifs qui augmente. Et on imagine que c'est croissant. Et en France, combien de cycles? On est à 45 cycles. Donc la moyenne, ce serait 20 cycles. Et en France, non, la moyenne, ce serait, par rapport à ce virus-là, ce serait entre 25 et 35 cycles. 25 et 35. Et nous, on est à 40. À 45. L'IHU Marseille, l'IHU Méditerranée à Marseille, c'est volontairement limité à 35, avec 15 à 18% de faux positifs plus ou moins maîtrisés. Il ne s'agit pas d'une droite, il s'agit d'une exponentielle. Donc c'est quelque chose qui est une droite qui est comme ça, une courbe qui est comme ça. Donc ça veut dire qu'à 2 puissance 45, donc, il ne reste plus de matériel génétique à analyser. Et donc on trouve quoi alors dans cet échantillon? On trouve quoi? On peut tout retrouver alors?
Non, il y a plus le matériel d'origine, il n'est plus suffisamment en quantité présente pour pouvoir effectuer une culture. C'est pas moi qui le dis, hein. D'accord ? Je fais que répéter une fois de plus les diverses sources. Donc l'Allemagne qui était entre 35 et 40 est redescendue à 25 pour se concentrer et avoir des personnes qui portent une charge virale conséquente. En France, la justification, c'est de dire on va essayer de déterminer les cas à risque. C'est ce que dit la Haute Autorité de Santé. Donc déjà, il vaut mieux avoir déjà une charge virale qui est assez conséquente dans le corps humain pour que le prélèvement déjà soit viable. Donc quand on fait sur des personnes qui sont asymptomatiques... Attention, là on y arrive. C'est-à-dire que dans la PCR, au moment du prélèvement, le prélèvement ne va pas capturer uniquement les virus vivants. Il va les virus morts aussi, ça je l'avais. Il capture du virus mort, mais plus particulièrement, il capture aussi des morceaux de virus. D'accord. Donc, ça veut dire quand même que on part sur... On a une politique... Ça peut être positif à quelque chose, mais pas nécessairement au Covid. Voilà. Donc, mais c'est ce qui est plus grave, c'est qu'il y a une politique de contrainte sur nos libertés qui s'appuie sur un test qui est à 90% faux. Parce que des faux positifs, c'est des erreurs. D'accord, c'est un faux. C'est faux. C'est pas moi qui le dis une fois de plus. Je répète simplement ce que la science dit. Et ce qui a été démontré depuis de maintes années. Le test PCR, il a été inventé en 83. Depuis 86, on sait qu'il faut éviter de dépasser la trentaine de cycles. Pourtant, en 2020... Non, il y a la France. Oui, on est d'accord. Pour notre cas particulier, la France, on est toujours à 45. Nous, en Guadeloupe, on se retrouve avec, et la Martinique aussi, visiblement, puisqu'elle est confinée, à cause de ça, on se retrouve avec des gens qui exploitent un faux positif pour nous contraindre, pour contraindre nos libertés, et surtout détruire notre économie, puisque c'est ce qui arrive. Et ce que je ne comprends pas, c'est que aucune des personnes qui sont en position de demander des explications aux autorités ne leur demande pas quoi que ce soit. Alors que c'est des choses qui ont pignon sur rue. Ce n'est pas des informations qui... Pour trouver ces informations-là, il m'a fallu une vingtaine de minutes. Tout est disponible de toute façon sur Internet. Mais après, pour pouvoir confirmer, il faut rechercher, il faut s'approfondir. Mais aujourd'hui, ce que je dis à chaque Guadeloupéen, d'arrêter de laisser les gens penser pour eux. Il suffit de savoir lire et de prendre le temps de lire. Oui, mais là, quand on dit les gens, ça peut paraître vague, mais là, on parle quand même du gouvernement, on parle de l'État qui est censé protéger sa population, on parle de l'Agence régionale de santé. On a un État, je suis désolé, on a un État qui, au lieu, je prends par exemple le problème des radars et des routes, on a un État qui préfère mettre des radars qui dit qu'ils sont facturés à 32 000 euros pièce, mais il oublie de préciser qu'il y a de la VRD, il y a de l'énergie, il y a les télécoms à ramener. Et là, la facture, elle explose. D'accord ? Il a oublié de le dire. Et on est plus aux alentours de 100 000 euros par pièce, alors qu'on a énormément de nids de poules. Quand vous prenez un nid de poule en respectant la limitation de vitesse, voire même en dessous, à 60 km/h, je vous défie de ne pas vous retrouver sur le bas-côté. Vous lisez dans mes pensées parce que la semaine dernière, avec ce qui s'est passé justement, les inondations qu'il y a eu sur les routes, je vais consacrer une émission où j'irai sur le terrain parce que franchement, ça commence à bien faire ces histoires. Il n'y a jamais d'argent pour les choses qui sont pratiques. Ça commence à devenir un peu saoulant. Monsieur Goriolan. Oui, non, mais le monsieur qui a parlé, ce que Fabrice vient de dire, prouve ce qu'on vit. Mais en fait, c'est une grosse arnaque, un hold-up, c'est bien le nom du documentaire financier. Et les gens qui ne veulent pas comprendre, il n'y a qu'à écouter des infos. Alors des gens qui sont censés nous vouloir du bien, ils sont en train de fabriquer un vaccin, et à l'annonce du vaccin, ils sont en train de gagner 7 millions de dollars. Ou d'euros, je sais pas. Les cours en bourse se sont volés. Non, mais ça a explosé. Ça a explosé, la bourse. Ils sont en train de mettre à l'arrêt, de confiner la moitié de la planète. D'accord ? Et première cotation en bourse, ils se tirent
C'est pas de l'argent pour qui va financer le vaccin, là. C'est de l'argent pour leur poche. C'est-à-dire le président et sa secrétaire ou son assistant. Non, on parle de les retombées par rapport à l'annonce de la sortie du vaccin. C'est de l'argent. Oui, mais c'est pas de l'argent pour Pfizer. On parle bien, c'est pas Pfizer, le fabricant du vaccin, qui prend cet argent. Les actionnaires. Hein. C'est les actionnaires de Pfizer. C'est-à-dire le mec, il se prend 5 millions parce que le cours a progressé et son assistante le suit et prend 2 millions. Quoi. Au calme. Donc, comme on dit. Mais il suffit, non mais je veux dire, bon, ouvrez les yeux. Il suffit de regarder comment ces gens-là réagissent pour se rendre compte que ce n'est pas une question de santé. Ça n'est pas du tout une question de santé. On se quitte pour une petite page de publicité. On revient avec nos invités en plateau. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de nos sentinelles, à savoir Éric Coriolan, Astrid Michet et Fabrice Gott. Et justement, Monsieur Gott voulait qu'on revienne sur la scolarisation et le port du masque qui est obligatoire chez nos enfants à partir de 6 ans. C'est quand même abusé. On a une maman sur le plateau, justement. Astrid, tu te vois mettre le masque à tes enfants à partir de 6 ans? Non, mais je crois que c'est pas appliqué en Guadeloupe. Pas en Guadeloupe, mais en tout cas, les petits en hexagone. À un moment, c'est impossible. Déjà, même 11 ans, j'ai dû batailler avec le collège. Ah, ils voulaient imposer le port du masque? Ah bah oui, et puis on m'a parlé d'assistante sociale tout de suite. Non. Ah oui, oui. Donc la peur du placement. Tout de suite, on vous a... Ouais, des nouvelles directes du rectorat. On m'a envoyé une assistante sociale. Ouais. Là, je suis choqué, par contre. Ah bah oui, ça se passe comme ça. C'est la répression de l'État. Parce que vous ne vouliez pas que votre fille porte un masque. Oui, parce on vous dit pas garder votre enfant chez vous, on vous dit... Bah ouais. Ouais, c'est ça. Non, elle y allait avec une visière. Et c'était pas toléré, apparemment. Parce qu'elle n'avait pas de certificat médical. Et les médecins ne veulent pas faire de certificat médical. Elle a du mal à respirer avec, mais comme elle n'a pas de pathologie particulière... C'est pas pris en compte. Bah voilà, ils font pas de certificat. Donc on les laisse étouffer avec, c'est ça. Tranquille. Voilà. Et votre réaction face à ça? Bah, j'étais en colère, mais bon... il faut tempérer, il faut essayer de calmer le jeu. C'est compliqué quand même. Oui, on parle d'assistance sociale parce que... Bon, on va... Monsieur Gott. Mais c'est très grave, puisque lorsqu'on entend des cours de musique, lorsqu'on entend des cours de sport, des sports, hein. On va d'aberration, franchement. Moun Kakouri, Timoun Kakouri, d'accord, avec une ventilation qui est assez conséquente. Et qui sont à la limite de tomber en syncope. On a un prof de sport qui n'a pas la jugeote de dire stop. Mais il y a... On a des principales et des proviseurs qui n'ont pas excusez-moi du terme, les couilles de dire stop. Je suis comment ça s'appelle, la directive. Comment dire, je suis la directive du pouvoir central. Mais à un moment, le pouvoir central, alors aujourd'hui, en ce moment, il fait 10 degrés de moyenne. Courir avec une écharpe, quand on est en France, c'est déjà compliqué. Une écharpe qui, quand même, laisse passer un peu plus d'air. Courir avec un masque en France, je ne l'ai pas fait, mais je pense que ça doit être quand même relativement compliqué. Mais chez nous, à 30 degrés de moyenne, en ce moment, on a une hydrométrie qui est proche de 85% en moyenne. C'est-à-dire qu'on a des gens qui en ont rien à faire de nos enfants et de la santé de nos enfants. Qui vont aller me voir, des médecins corrompus qui vont me dire gentiment oui, mais le taux d'oxygène de votre enfant ne chute pas. Quand il court, son taux d'oxygène doit augmenter. Donc, il ne chute pas, mais il n'augmente pas non plus. Mais son taux de CO2, lui, il explose. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il faut leur refaire un cours de la chimie cellulaire par rapport aux échanges gazeux? A priori, ça ne devrait pas être nécessaire. Et quand on regarde bien, on nous dira après qu'il n'y a aucune étude qui a vraiment été réalisée. Mais c'est dans les cours. Quel cours je dois, quelle étude il doit y avoir? Un cours spécial port du masque, je pense, parce qu'à partir de là, tout a changé. L'obstruction d'inspiration, l'obstruction d'expiration, c'est dans les cours de médecine, en 3e et 4e année. Qu'est-ce qu'il leur faut? C'est-à-dire qu'à un moment, il faut arrêter. On a des enfants. Les enfants ont besoin de ne pas avoir cet enrichissement en CO2.
puisqu'on va attaquer systématiquement leur système immunitaire. On l'affaiblit totalement. Lorsqu'un enfant va passer en hyperthermie, parce qu'il respire de l'air qui est à une température nettement plus élevée que l'air extérieur, sa peau lui indique qu'il fait, je sais pas moi, il fait 30 degrés, il a un air qui est à 34 degrés, il n'est pas en fièvre. Vous voyez qu'il se passe quoi dans le corps? Mais comme on n'a pas des d'effet, gens, des adultes aujourd'hui, on a des effets, on a des gens qui font des arrêts cardiaques. Professeur Toussaint, il y a 2 mois, a tiré la sonnette d'alarme sur le risque hyperthermie, en précisant, et c'est des cours qu'on retrouve, c'est des données qu'on retrouve dans des cours, une fois de plus, donc on va pas loin, hein, en précisant de nouveau que les conséquences de l'hyperthermie ne se concentrent pas simplement au moment du port du masque, mais aussi bien après. Donc entre l'hyperthermie, le problème gazeux, ou entre 3 et 5% de taux de CO2 dans le sang, on se retrouve avec des dégâts qui sont quand même assez conséquents. Plus la partie microbienne. faudra que de toute façon, on se sera Parce vérifié que absolument. lorsqu'on est dans des communes comme Goubert, comme Saint-Claude, comme Basse-Terre, ou comme Capesterre ou Trois-Rivières, où il pleut quand même, surtout en ce moment, de manière assez conséquente, je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont été à l'école à un moment, une fois qu'ils sont arrivés en poste, principe de Péter, on gomme tout, on oublie tout. Mais il y a une certaine peur aussi. Comme vous Il dites, n'y a la pas d'histoire de communication peur. Il n'y a pas d'histoire de peur. Mais clairement, Parce mais que si les gens n'utilisent même pas leur moi, ce que je libre demande, arbitre, moi, ce que je demande aux parents, c'est que si leur gamin fait une syncope, c'est un dépôt de plainte systématique. Parce que l'arrêté de la baïonnette ne va pas protéger ces gens. Parce que ces gens se basent sur l'arrêté de la baïonnette. À savoir, le chef a dit, je ne fais pas. J'ai la capacité de dire, non, il ne faut pas faire Mais parce chacun a une que responsabilité. je mets en danger les enfants. Ils ne le prennent pas, ce droit. Donc, c'est pas normal. Non, mais il n'y a pas que les enfants. Et on a produit aujourd'hui une lettre ouverte à l'ensemble des autorités, du préfet jusqu'aux parlementaires. Bon, on en parle. Bon, les gens ont peur et effectivement, ils écoutent le discours officiel. C'est une chose. Mais je trouve, et nous trouvons surprenant, que ces gens-là qui sont en charge d'exécuter ces politiques-là, on se demande s'ils ont une famille, s'ils ont des enfants, que Macron puisse commander ça. Je vais être méchant, mais il n'a pas d'enfants. D'accord ? Je peux comprendre bon, je ne le connais pas personnellement, on peut imaginer qu'il n'a pas de sensibilité, mais il y a quand même des pères et des mères de famille qui, dans le deuxième rang, sont chargés d'appliquer ces politiques. mais pour ces pères et ces mères de famille-là, ils sont persuadés de faire du bien à leur enfant, de protéger leur enfant. Je ne suis pas certain qu'ils sont tous persuadés qu'ils font du bien. Alors, un fonctionnaire, ça fonctionne, ça s'exécute. Mais je pense qu'en leur âme et conscience, il y en a beaucoup qui... Le bon sens le commande. C'est-à-dire, aujourd'hui, Madame Denux ou même Monsieur Rochat, ce sont des pères et des mères de famille. Est-ce qu'ils peuvent penser très honnêtement? Et puis, Madame Rochat est une virologue. Madame Denux. Madame Denux. Madame Denux. Vous les avez déjà mariés, monsieur Corodolin. Est une virologue. Donc, il y a un certain nombre de principes scientifiques qu'elle n'ignore pas. Est-ce qu'on peut franchement nous expliquer qu'aujourd'hui, il n'y a pas de danger à obliger des gens en pays tropical à porter un masque avec une si longue durée? Donc, on a interpellé aujourd'hui pour que chacun se mette face à ses responsabilités, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu un pic de la mortalité en septembre. On veut savoir à quoi il est dû. Parce que on peut avoir tort, on s'interroge, nous sommes persuadés que la façon de gérer cette crise en Guadeloupe a certainement fait des victimes. Nous ne pouvons pas encore le prouver. Après, il faudra qu'on détermine ce qu'on appelle victime justement du Covid ou non. Parce que sur les chiffres, moi je l'ai toujours dit, il faudra attendre d'avoir la surmortalité. Une fois qu'on aura le recul nécessaire. On a fait les comptes, on a trouvé, en dehors du Covid. Il y a une surmortalité en septembre. Oui, il y a une surmortalité, mais attention, il y a un détail qui a toute son importance. Les autopsies sont interdites. Donc si on n'a pas d'autopsie, comment fait-on pour savoir qu'ils sont morts du Covid ou pas? On a des tests PCR qui sont à 90% faux. Pas d'autopsie. Et le test antigénique, je suis désolé, il cherche une protéine produite par le virus. Donc il suffit que la protéine soit, comme tout organisme vivant, il n'est pas parfait, il suffit qu'elle soit sous-produite
pour qu'il n'y ait pas de détection. Donc il faut arrêter un peu les bêtises. Quand on analyse les chiffres démographiques, il n'y a pas de déformation de la pyramide des âges, que ce soit du côté des hommes ou des femmes. Il n'y a pas de modification de l'espérance vie et surtout, il n'y a pas de modification de l'âge moyen des décès mensuel. Et c'est l'INSEE qui le dit. Et le Santé publique France qui le dit. Donc, il n'y a pas d'épidémie. Une épidémie a obligatoirement un impact. Une épidémie mortelle. On parle d'une épidémie mortelle, parce que c'est de ça qu'on parle. Exact. Une épidémie non mortelle, il n'y aura pas de déformation, il n'y aura pas de modification, mais une épidémie mortelle aura une déformation. Donc, soit, si je me plante, je demande à un prof de géographie, universitaire si nécessaire, qu'il appelle tout de suite et qu'il me dise non, une épidémie mortelle ne va pas déformer la pyramide des âges ou l'espérance de vie ou l'âge moyen des décès mensuels. Mais ils me disent que c'est sûr, la durée qu'ils vont le voir, parce que tout est prévu. Et ils le verront l'année prochaine lorsqu'ils feront les nouvelles courbes. Mais pour revenir à cela, on est à 17% en enlevant le Covid, en enlevant tous les morts attribués au Covid, à tort ou à raison. On est à 17% en Guadeloupe de surmortalité par rapport à 2019. On parle de septembre, donc 17% de surmortalité en septembre. Là, en octobre, novembre, on est revenu aux chiffres de l'année dernière. Mais il y a eu un pic, l'INSEE en a parlé, les médias en ont parlé. Il y a eu un pic, et en enlevant donc cette partie qui concerne les morts attribués au Covid, on est en surmortalité de 17%. Ça veut dire que partout, lorsqu'il y a un pic comme ça, il faut l'expliquer. Donc nous attendons, nous avons interpellé tout le monde, nous demandons aussi, alors c'est bien de parler de Denux et de Rochette, mais nous avons un certain nombre de représentants ici, nous avons des parlementaires, nous avons des sénateurs, nous avons des députés, nous avons des présidents. Oui, mais il y a une espèce, vous le savez monsieur Corion, il y a une espèce d'union sacrée autour de. Mais ça ne nous empêche pas de les interpeller, eux sont guadeloupéens avant d'être élus. Mais ils ne sont jamais intervenus, donc pourquoi. Enfin j'espère qu'ils sont guadeloupéens avant d'être élus, et qu'ils vont, enfin, moi je demande à Lurel, à Mathiazin, à Servat, ces gens qui sont à l'Assemblée, d'ouvrir une enquête parlementaire sur la gestion du Covid en Guadeloupe. Il n'est pas normal qu'on applique les mêmes directives que la France hexagonale en Guadeloupe pour une pandémie comme celle-là. Copier-coller. Une épidémie. C'est du copier-coller et personne ne dit rien. On ne pose même pas une question. Alors ils vous disent, oui, dans les réunions, les CTAP, ils discutent. Alors je veux bien entendre ce qui se dit dans les CTAP, mais je ne suis pas certain que les bonnes questions sont posées. Mais il y a aussi un élément qui est très important. La science dit bien qu'il y a forcément une variation dans cette gestion. On a un climat où la température est bien plus élevée. C'est de la logique en fait. Oui, c'est de la logique, mais le problème c'est que la science le dit. Et on a des gens qui ignorent. On est quand même dans l'aspect fondamental. C'est-à-dire que on ne sait pas s'ils l'ignorent ou s'ils feignent d'ignorer, ou bien si c'est des problèmes de délai, des problèmes d'incompétence. Ça peut être. Je doute que ça soit des problèmes d'incompétence. Ou sinon. C'est grave. Ah ben quand certains ne savent même pas placer les Antilles sur une carte, quand ils réfléchissent à quoi appliquer chez nous, ils peuvent se tromper. On part du côté du téléphone pour un appel d'auditeur. Allô, oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir Harold, bonsoir les invités. Bonsoir. Bonsoir. Bien, bonsoir. De la Normandie, et donc il est 0h50. Ça nous fait plaisir. Donc, il est confiné. D'autres émissions, mais il y a deux choses qui m'interpellent. Et je ne comprends pas pourquoi, lorsque vous faites du sport en Guadeloupe, on vous demande de mettre un masque pour les enfants. J'ai du mal à comprendre ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est la dame qui dit qu'il a un enfant qui a une pathologie et donc pour souffrement, et donc on l'oblige à mettre un masque à l'école. Ça, c'est pas normal. Si elle a un certificat médical, elle n'est pas obligée de mettre un masque à son enfant. Alors, mes deux questions. Merci beaucoup, monsieur, pour ces questions. On va répondre à la première tout à l'heure, puisqu'on y a déjà répondu. Et pour le cas de madame Miché, c'est justement qu'elle n'a pas pu produire de justificatif médical. Son enfant n'a pas été accueilli pour ces raisons-là, mais bon, on a vu des vidéos sur les réseaux où, certificat médical ou pas, bon, si on veut pas que vous rentriez ou que vos enfants rentrent à l'école, ils ne rentreront pas. J'aimerais bien qu'on parle du vaccin, de ce fameux vaccin quand même. Là, c'est une vaste blague. Alors, il y en a qui se frottent les mains. La course au vaccin a été lancée. Il y a une trentaine, je crois qu'il y a une trentaine de vaccins qui sont en lice là.
Parmi les principaux qui nous intéressent, nous, on a Sanofi. Sanofi qui a annoncé une sortie de vaccin pour la mi-mai, enfin mai 2021, a priori, enfin mi-2021. On a Pfizer qui se place en pole position, visiblement, qui devrait sortir, lui, son vaccin... avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, je suis obligé de rigoler, désolé, avant la fin de l'année. Et on a un autre laboratoire, Moderna. Donc Moderna, qui effectivement, lui aussi... Sprint, il a doublé sur la ligne. Pareil, avant la fin de l'année. Il y a 94. Avant la fin de l'année, donc on a Pfizer. 94% d'efficacité, il paraît. Pfizer, 90% d'efficacité. Moderna, 94% d'efficacité. 90 Pfizer. 90 pour Pfizer et 94 pour Moderna. Bon. J'imagine que Sanofi va arriver en janvier avec un 98%. On ne sait pas, monsieur Cotte. Non, mais c'est une vaste... Et Fabrice, je te permets tout à l'heure, mais c'est une vaste blague. Moi, j'ai écouté les scientifiques sur les chaînes mainstream, c'est-à-dire hors du complotisme, des gens sérieux qui parlaient, et tout naturellement, et chaque médecin peut en témoigner. D'ailleurs, ça serait bien qu'ils nous appellent. Ils sont bien silencieux, les médecins. Et moi, j'ai parlé en off avec des et je dirais ce qu'ils disent. Point. L'efficacité d'un vaccin, manifestement, est fonction de chaque individu. Et on prend une globalité pour juger de l'efficacité, mais surtout pour les vaccins qui vont arriver. J'ai entendu sur une des chaînes mainstream que plus on monte en tranche d'âge, moins ils sont efficaces. C'est-à-dire à partir de 50 ans, ils deviennent de moins en moins efficaces. Et il se trouve que c'est la tranche d'âge la plus touchée. Donc le but c'est quoi? C'est de vacciner qui? Pas ceux qui sont concernés. En fait, vacciner les jeunes pour faire de la... Comment ils appellent ça? De l'immunité collective. Alors à ce moment-là, il fallait juste les laisser dans la rue. Donc il suffit de réfléchir 2 minutes pour se rendre compte que c'est une vaste blague, sans compter des gros pactoles financiers qui sont en train de se ramasser. Moi, j'ai trouvé ça dingue. Et il y a une autre chose, et je vais en finir là-dessus, qui m'a fait beaucoup rigoler, c'est que j'ai cru percevoir une chose chez le gouvernement depuis ce matin, depuis hier, comme de toute façon avec la sortie de ce documentaire, la Hold Up, je pense qu'ils ont eu très mal, ça fait très mal à cette gestion de crise. Et ils veulent récupérer la confiance des gens, et j'ai remarqué qu'en France ils commencent à dire que la courbe se stabilisait. Ça vous rappelle rien, monsieur Corion? Non, mais ça vous rappelle pas une petite île en forme de papillon? Ça me fait sourire. Je pense qu'ils veulent reprendre la confiance pour vendre le vaccin mieux d'ici début d'année prochaine, parce que là aujourd'hui ils font des études de marché, ils se rendent compte que ce vaccin c'est super de l'avoir, il faut le vendre aussi. Et là, comme par hasard, je crois que 60% des Français sur LCI, il y a un gars qui disait c'était surprenant, la décrue, comment ça montait et que ça descendait aussi vite. Là, ça se stabilise manifestement. Les taux d'incidence ont tendance à se stabiliser. Non, mais il se fiche vraiment des gens. Mais ce qui est surprenant, c'est que les gens restent encore passifs, silencieux et obéissants. Mais c'est révélateur de la nouvelle société dans laquelle on évolue et du mindset des gens. Je consacrerai une émission parce que j'ai mis ça sur les réseaux. La peur, je pense que ça se transmet génétiquement, donc il faut éviter d'avoir trop peur. Madame Miché, vous pensez à ce vaccin comme solution? Pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Hors de question de le prendre, ou il y a une chance? Hors de question. Et je pense qu'ils vont tout faire pour que tout le monde prenne le vaccin, mais moi, c'est hors de question. Ni vous, ni vos enfants? Ni moi, ni mes enfants. Très bien. Et je le recommande à personne. Monsieur Gott. On va faire simple. Un virus, c'est un parasite. D'accord? Quand il rentre dans une cellule, il en absorbe les éléments pour pouvoir se reproduire. C'est son boulot. Il y a des conséquences parfois mortelles pour le sujet infecté, ou de gros désordres dans sa biologie cellulaire et dans son corps et dans le fonctionnement de ses organes par voie de conséquence. Donc quand on parle de vaccin, ça veut dire qu'on a une excellente connaissance du virus cible, puisqu'on est censé isoler la partie qui perturbe l'organisme qui va être infecté, pour pouvoir en créer un virus qui... Un peu inoffensif et qui va déclencher nos défenses immunitaires. Bon. Moi, je ne comprends pas, quand on regarde dans les publications des généticiens, on trouve le virus SARS-CoV-2 486
génomes différents. 486 génomes différents. C'est-à-dire qu'à 486 génomes différents, et dont on n'a toujours pas, pour une grande majorité, identifié la partie active, comment on peut sortir un virus, là, tout de suite? Un virus mort, comme ça, Voilà, en là. même pas 9 mois. D'autant qu'on sait que c'est un virus qui est polymorphe, parce qu'il a des souches majeures, il a 3 souches majeures. Mais ils ont déjà beaucoup varié depuis. Et le professeur Raoult en a fait état, justement. Et ça, ce sont des documentations qui ne sont pas compliquées. Hein. Je ne vais pas chercher, je vais pas demander aux gens d'aller faire des études génétiques. C'est juste de lire les conclusions. Même au-delà de lire, maintenant l'IHU de Marseille publie des vidéos explicatives justement sur les études qu'ils font. Donc si vous aimez pas lire, bon bah écoutez. Mais il n'y a pas que l'IHU, hein. Il y a d'autres entités qui publient aussi des vidéos sur ce qu'ils trouvent. Et aujourd'hui, on a un laboratoire, enfin une série de laboratoires, excusez-moi du terme, qui se sont alliés avec des nanoroboticiens. Donc là... Alors pour les téléspectateurs, la nanotechnologie et la nanorobotique, en fait, ce sont des robots qui sont microscopiques en fait. Ce sont des petits robots qu'on peut programmer qui sont microscopiques. Bah, c'est pas un programme intense, hein. C'est un léger programme. On lui donne une tâche avec une condition. C'est pas très compliqué. Mais c'est quand même un micro-organisme indépendant qu'on t'injecte. Hein. Bon, pourquoi on a de la nanotechnologie dans un vaccin? J'ai du mal à comprendre. J'ai franchement du mal à comprendre. Super pouvoir, monsieur Gott, c'est ce que vous essayez de nous dire? Non, je crois pas. Là, c'est surtout à quoi va servir. Parce que j'ai entendu, c'est une vaste blague, mais j'ai entendu ce matin sur une radio concurrente, avec un 1 aussi, où comment dirais-je, il y avait un extrait d'une interview où la personne qui était interviewée disait c'est bien puisqu'on va avoir un virus, un vaccin qui va pouvoir rester en stand-by jusqu'à l'arrivée du virus. Les anticorps, c'est leur rôle. Exact. Un vaccin, on mise sur l'effet mémoire justement du vaccin. Donc je vois pas pourquoi. Le virus est censé provoquer justement nos défenses immunitaires pour qu'elle apporte une réponse et que la fois de la vraie attaque, on va dire entre guillemets, l'effet mémoire, il reconnaît l'attaque. C'est ça le but. Donc là, on nous inoculerait donc un virus mort, de la nanotechnologie pour plus ça. De la nanotechnologie qui pourrait se réactiver. Et personne n'est choqué. J'entends des gens qui vont dire oui, je vais être vacciné, c'est super. Il y a un moment, il faut réfléchir. Il faut lire. Après tout, ce sera une question de choix, monsieur Gott. Oui, mais il faut réfléchir. Je demande aux Guadeloupéens d'arrêter de laisser les gens réfléchir pour eux. Il faut arrêter un moment. Il faut que le Guadeloupéen se réveille. C'est tout. À un moment donné. Qu'est-ce que vous conseilleriez justement aux Guadeloupéens? Vous qui êtes en bataille quasi permanente. D'arrêter de faire confiance à des gens qui leur refusent l'accès à l'eau potable, déjà, tout simplement. C'est qu'on ne peut pas faire confiance. Déjà, si on ne te donne pas d'eau. C'est simple, puisque le plus important sur Terre, c'est l'eau. On nous refuse ce droit-là. Donc, pourquoi leur faire confiance? Ça me paraît logique. Ils préfèrent donner des euros à des compagnies aériennes plutôt que d'investir dans de l'eau potable pour les Guadeloupéens. Donc, vous dites qu'à partir de là, il n'y a pas de... oui. On ne peut pas leur faire confiance. Moi, c'est ce que je pense. Mais il faut quand même composer avec eux. On doit quand même composer avec eux. Ou pas. Peut-être s'organiser autrement, voir comment on peut faire autrement. Mais justement, votre quotidien, quand je dis que vous êtes en lutte permanente, c'est que vous avez décidé de continuer vos actions. Oui. Comment ça se passe? Demain, par exemple, je suis à la préfecture. Je me mobilise contre une loi qui doit passer visant à empêcher de filmer les policiers. Donc, pendant qu'ils exercent. Nous, ça nous protège. La sécurité globale, comment ça s'appelle? Oui, c'est ça. La loi de la sécurité globale. La sécurité globale, ouais. Oui. Bon, ça sent pas bon du tout, mais... En sachant que c'est les seules preuves qu'on a de notre innocence quand il se passe quelque chose. Donc si on n'a pas les images, on n'a plus rien pour nous défendre. Et pourquoi vous vous intéressez autant à ces questions comme M. Coriolan ou comme M. Gott? Parce que je suis mère de famille, c'est le monde qu'on va laisser à nos enfants. On ne peut pas le laisser dans cet état-là, c'est pas possible. Donc vous avez fait un choix? Oui. Même si c'est difficile?
Même si c'est difficile. Pour mes enfants, je suis prête à tout. Donc, est-ce que vous comprenez l'attitude de certains qui sont en retrait et qui laissent un peu tout faire? Je les comprends à moitié, parce qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop. Avant de se quitter, j'aimerais quand même qu'on salue un collègue. Hein. J'aimerais bien saluer un collègue. Il s'agit de Richard Garnier, de RCI, justement. Je pense que tout le monde sur le plateau a entendu parler de son histoire. Il a fait un audio en dénonçant certaines pratiques qui seraient faites justement dans le milieu hospitalier, notamment des rétributions qui seraient faites en cas de cas de Covid ou non. Dans le reportage, justement, Hold Up, eh bien, tout ce qui a été dit par M. Garnier est soutenu dans ce reportage. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, un petit tour de table avant de se quitter. Nous, on le savait parce qu'on s'informe. Vous n'avez pas limogé, monsieur? Vous n'avez pas... Limogé, c'est pas... Pas limogé. Non, c'est pas... Il fait pas partie de Sentinelle, donc on ne connaît pas plus, mais il a fait son travail de journaliste, et comme tous les journalistes qui essayent de faire leur travail convenablement, ils sont poursuivis. C'est la chasse aux sorcières. On arrive presque à l'inquisition, c'est-à-dire on est dans un état particulier, là. Voilà, c'est assez particulier. Donc c'est pour ça que nous appelons, nous, régulièrement sur les réseaux, en dehors d'écrire, nous demandons aux gens de nous rejoindre. Il faut que les gens qui sont un peu en conscience se regroupent, parce que il n'est pas certain qu'on va gagner, mais ça n'est pas en restant chacun de son côté en se plaignant ou en regardant, en attendant la prochaine loi qui va arriver, qu'on va y arriver. Hein. C'est absolument atroce ce qui se prépare. Donc il faut vraiment que les gens ouvrent leurs yeux, qu'ils s'informent. Le cas de Richard Garnier est particulier. Il a été enlevé du Trésor, je crois, pour un audio qu'il a fait à titre privé et qui est parti de manière... Exact. Ça a pris des proportions, sincèrement. Mais après, même le média concerné, je pense que même lui est victime, parce que c'est des choses qui se passent de manière beaucoup plus élevée que tout cela. C'est-à-dire que bon, c'est la grosse finance, ce sont les industries pharmaceutiques, c'est de l'argent qui est en jeu. Donc il ne faut pas que la parole officielle soit détournée. Il ne faut pas brouiller le discours qui est en cours. Et en fait, c'est ce qu'ils reprochent à ce qu'ils appellent complotistes, c'est qu'on vient brouiller la parole officielle. Il y a un discours, c'est comme en guerre, il y a une propagande qui est bien étudiée pour qu'elle soit de cette façon-là. À chaque fois que quelqu'un vient, alors il faut le décrédibiliser, comme ils ont fait avec Raoult. Parce que voilà, on a trouvé des gens, parce qu'avec les médias aidants... Ils ont trouvé l'ordre des médecins. Oui, l'ordre des médecins, et beaucoup de gens aussi, de citoyens normalement constitués, relativement intellectuellement bien constitués, qui du jour au lendemain, on dit que Raoult c'était un crétin, c'était un charlatan. Donc, avec cette puissance médiatique de propagande de guerre, parce que Macron l'a dit, il est vraiment en guerre, ils arrivent à cornériser les gens, à marginaliser un certain nombre de personnes pour que les discours ne passent pas. Donc, une petite question, monsieur Corion. Est-ce que les esprits ne sont pas faibles? Les esprits sont faibles, oui et non. C'est pas juste une question d'esprit faible. Parce qu'on peut exercer toute la pression qu'on veut sur vous, par exemple. Je ne pense pas que... Oui, mais vous savez, moi, je sais pas si j'ai la chance, mais je suis indépendant. Alors, j'étais dans l'événementiel pendant 10 ans, qui a craqué, donc j'ai le temps de m'occuper d'eux. Mais je veux dire que bon, il y a des gens aujourd'hui, un fonctionnaire ou quelqu'un qui est dans le système est fait de telle façon. Aujourd'hui, le gars, il se dit bon, je vais attendre que ça. Même s'il contredit, il sent que c'est pas joli. Il se dit ça va finir par finir. Mais, et moi, j'ai un salaire, je vais pas me mettre en rogne contre mon boss. Alors les politiques, moi, je parle toujours d'eux parce que ils ont quand même le pouvoir de parler un peu fort, mais s'ils n'ont pas le pouvoir d'agir. Mais ils peuvent encore crier. Je veux dire, bon, ils sont députés, ils vont à l'Assemblée nationale. Ils ont les numéros de portable de Macron. Ils peuvent encore faire, pour certains d'entre eux, oui, au moins 2, ils ont les numéros de portable de Macron. Ils peuvent faire des choses. Alors, pensez à votre pays. Et puis on a une chance en Guadeloupe, c'est que si vraiment ce monde-là que préparent ces gens, ces mondialistes, et je dis ça avec beaucoup de peine parce que je ne suis pas quelqu'un de rétrograde. J'ai une formation d'informaticien, donc je suis pour l'évolution, nanotechnologie, tout ça, ça ne me fait pas peur. C'est les gens qui l'utilisent qui m'inquiètent et ce qu'ils veulent en faire. Et aujourd'hui, il ne faut pas, en Guadeloupe, donc je disais, on a la chance d'être assez loin de ces continents-là, et peut-être qu'il va falloir vraiment penser à nous préserver, à se retirer de ce bordel mondial.
il faut vraiment, je pense que Mais le bordel mondial, de toute façon, à un moment donné... Non, mais il est gros, il est très gros. C'est-à-dire les gens n'en prennent pas conscience, là, mais lorsque les choses vont commencer à débarquer en Europe et systématiquement vers la Guadeloupe, il y en a qui vont crier. Tous ceux qui aujourd'hui crient au complotisme, qui disent que Sentinelle, c'est des irresponsables et tout, ils vont aussi pleurer. Il n'y aura pas des miettes pour tout le monde. Il n'y aura pas de miettes. Il n'y aura pas de miettes pour tout le monde. Donc, voilà, moi j'ai déjà prévu de me reconvertir dans l'agriculture et l'élevage. Est-ce qu'il restera même de la place sur ce créneau-là? Bon, mais franchement, il faut que les gens prennent conscience et c'est ça qu'on souhaite le plus, quoi. Astrid Miché. Quel propos, pardon? Qu'est-ce que vous dites à la population, justement, qui fait face à cette crise, cette gestion en même temps? Ben moi, j'ai toujours un peu du mal à comprendre le fait qu'on laisse des gens qui sont très loin de nous décider pour nous, alors qu'ils ne voient pas ce qui se passe ici et qu'ils ne comprennent pas forcément. Ils ne sont pas conscients de ce qui se passe ici et pourtant ils prennent toutes les décisions. Donc ça, c'est quelque chose qui me dépasse déjà. Je ne comprends pas. On devrait récupérer aussi, centraliser un peu notre pouvoir et... Je pense, oui. Vous êtes pour l'indépendance? Alors l'indépendance, je ne sais pas, mais plus d'autonomie. Y avancer progressivement, oui. Ah, bon. La finalité quand même, elle vient. D'ailleurs, M. Coriolan, l'année prochaine, régionale. Moi, j'ai déjà un lecteur, c'est toi, parce que ça fait 4 fois que tu me poses la question. J'ai pas encore eu de réponse claire, à savoir s'il y aura une présentation. Non, mais aller aux élections pour aller aux élections, ça n'a pas de sens. C'est sûr. Bon, c'est le peuple guadeloupéen qui va décider. Moi ou d'autres, il y en a d'autres qui mènent des combats, hein, mais il va falloir changer. Et je le dis encore une fois. Donc, M. Coriolan, ça va être M. curieux Coriolan, ce que je vais dire, mais ceux qui sont là, peut-être qu'ils vont être frappés d'un réveil. Peut-être que Chalus va se réveiller demain matin et il va être le grand sauveur. Lurel ou je sais qui d'autres. Peut-être qu'il va y avoir un sauveur parmi ceux qui sont déjà en place. Et je vais applaudir. Parce que moi, je n'ai pas rêvé d'une carrière politique, mais s'il ne se réveille pas, il va falloir qu'on y aille. Moi ou Fabrice ou, mais il est temps en tout cas de se prendre. Il y aura du monde. Non, mais je veux dire, c'est pas juste un discours pour dire bon, on va aux élections, on prépare les élections, on va faire une liste. C'est pas ça. C'est prendre conscience déjà de l'état du pays, d'accord, et voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Et à ce moment-là, trouver les Guadeloupéens qui veulent le faire. Et ça se fera automatiquement. Le mot de la fin pour M. Gott. Bien, à mon sens. De toutes les manières, on est en train de vivre le début d'un grand effondrement économique et d'un système. Le système. Donc, on a peut-être une opportunité toute petite, mais une opportunité quand même, de pouvoir choisir la manière dont on va faire notre transition. Vous y pensez vraiment, M. Gott? Ou bien le contrat est déjà signé et le plan est déjà établi? Non. Oui, mais on a la chance d'être un petit marché. Pour nous, oui, on a un petit on marché. compte pas pour eux. Donc c'est à nous de. Non, mais c'est oui, mais peut-être que le gros marché nous vend comme un produit. Non, mais un truc qui est simple. Avantage. C'est un truc qui est simple. S'il faut s'aborder le port, il faut s'aborder l'aéroport. Ça se fait en une nuit, hein. D'accord. Mais il faut être clair. C'est-à-dire qu'on a des gens. Il peut le dire, c'est les projets de Sentinelle. Brochette. On a des gens quand même qui détruisent notre économie. On a une économie qui vaut ce qu'elle vaut, mais aujourd'hui, on est à 1000 personnes qui s'inscrivent au RSA chaque mois. Exact. C'est-à-dire qu'on met les gens en situation de pauvreté et surtout de dépendance de la consommation, puisque le seul moyen d'exister, c'est consommer. Aujourd'hui, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à produire, et pas produire. Je suis désolé, mais pour les gens qui aiment boire le liquide qui ressemble à l'eau... Pas que du rhum, quoi. On va pas manger du rhum. Voilà, le rhum, ça se mange pas. Les bananes, ça se mange pas. Ça se mange, mais on ne doit pas manger que ça. Faudrait penser quand même à ne serait-ce que diviser par 2 les cultures cannières et maraîchères et bananières pour les remplacer par autre chose pour pouvoir se nourrir. Mais ce sont des débats qui sont en place depuis 10 ans. Oui, mais c'est... Non, mais faut le faire. À un moment donné, il faudra le faire. Faut le faire. Il y a 3 choses, on a parlé hier, Fabrice, mais il y a 3 choses qui sont importantes, et ça, très sérieusement, il y a 3 choses qu'on doit maîtriser, mais dans les 5 ans maximum qui viennent, c'est notre éducation, notre capacité à nous nourrir et à nous nourrir nous-mêmes, c'est-à-dire l'auto-alimentation et l'autosuffisance alimentaire, et notre santé. Ces 3 points-là, il faut qu'on le maîtrise de A à Z. Mais qu'on en ait la maîtrise nous-mêmes. La maîtrise totale, y compris parce qu'on a beaucoup de professionnels ici, on a des gens qui sont formés, il y a des gens qui ont développé de l'expertise locale. Donc il faut qu'on arrive à gérer ces 3 points-là par nous-mêmes, et le reste, on verra pour les détails. On n'aura peut-être plus besoin
de la France à ce moment-là, mais je ne suis même pas encore dans ces discours-là. Il faut qu'on le gère, ça. Notre éducation, c'est important. Ce sera une obligation. C'est une obligation si on souhaite garder la Guadeloupe vivante. Et nous vivons dessus. Ce serait pas mal. Merci beaucoup en tout cas à vous trois d'être venus sur ce plateau ce soir. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On a vu que vous avez laissé justement pas mal de commentaires. J'ai pas eu le temps de les relayer. Désolé. La tranche info revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes sur Canal 10 et n'oubliez surtout pas de réfléchir par vous-même. Je le répète encore une fois. Toutes les informations qu'on vous donne sur ce plateau sont disponibles sur Internet. Il vous suffit de recouper les informations. Prenez votre temps d'aller chercher les documents officiels. Allez simplement par exemple sur le site de l'INSEE et regardez les cartes de mortalité, les courbes de mortalité sur les 3 dernières années. Là où il y a variation, vous verrez qu'il y a pic épidémique, et là où il n'y a pas de variation, vous verrez que tout simplement, il n'y a rien du tout et c'est clair comme de l'eau de roche. Bonne soirée à vous, on se retrouve demain.